Mes parents m'ont emprunté ma carte Gold pour effectuer un petit paiement en ligne de 5000 €, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais 3 jours plus tard, ma sœur s'est pointée au volant d'une voiture neuve comme si elle venait de gagner au loto et mon frère a débarqué sur une moto sportive assez bruyante pour faire trembler toute la rue. Je me souviens être resté là à les regarder rire comme s'il s'agissait d'une bonne blague de famille et quelque chose en moi a fini par lâcher. J'ai réclamé ma carte et ils ont souri en disant « Détends-toi, il reste genre 10 balles dessus. » 10 balles. Comme si me saigner à blanc n'était rien, mais quand j'ai pris la carte et vu ce qu'ils avaient réellement dépensé jusqu'au plafond, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire parce que la carte qu'ils tenaient n'était pas la vraie. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de révéler sur eux-mêmes ni de ce que j'avais silencieusement préparé pour ce moment précis. Je m'appelle Maxime Dubois et voici l'histoire que je ne pensais jamais devoir raconter à voix haute. Avant de partager cela avec vous, je veux savoir que vous êtes là avec moi, écrivez juste « je t'écoute » ou dans les commentaires ou dites-moi d'où vous venez, j'aime savoir jusqu'où mon histoire voyage, parfois la plus petite connexion est ce qui permet à une histoire d'être entendue. Merci, et maintenant voici mon histoire. Si vous vous êtes déjà senti utilisé, ignoré ou exploité par les gens qui auraient dû vous protéger, pensez à vous abonner, vous n'êtes pas seul et je ne l'étais pas non plus. Au moment où mon téléphone a commencé à vibrer sur mon bureau à Marseille, j'ai su que ce n'était pas une bonne nouvelle, j'étais censé finaliser un rapport de risque pour un client d'entreprise, mais les notifications s'empilaient les unes après les autres jusqu'à inonder l'écran. Ma carte Gold avait été frappée par de multiples transactions en ligne, 5000 € partis en moins d'une heure, mais au lieu de paniquer, ce qui m'a envahi était quelque chose de plus tranchant, plus calme, presque froid, c'était la confirmation d'un soupçon que je portais dans ma poitrine comme une pierre depuis des années. 3 jours plus tôt, mes parents m'avaient appelé d'une voix paniquée prétendant avoir besoin de ma carte pour une facture urgente dans une clinique privée non remboursée. Je me souviens de la façon dont leur ton a changé au moment où j'ai hésité, comment il a plongé dans ce mélange familier de culpabilité et d'attente. J'ai donné une carte, oui, mais ce n'était pas ma vraie carte principale, c'était une carte secondaire liée à un compte leur que j'avais ouvert avec presque rien dessus, un compte créé uniquement parce qu'au fond de moi j'avais besoin de connaître la vérité que j'évitais, et maintenant je l'avais. Alors que les débits tombaient, un autre type de notification a clignoté sur mon écran, une vidéo de ma sœur Chloé sur les réseaux sociaux la montrant sortant d'une voiture flambant neuve en tournoyant comme si elle venait de sponsoriser sa propre publicité. Quelques minutes plus tard, un autre clip, mon frère Théo faisant vrombir une moto sportive neuve devant la maison de nos parents en criant quelque chose sur le fait de enfin vivre comme il faut. Pas une seule mention d'une clinique, pas un seul signe d'urgence, juste une célébration achetée avec la carte qu'ils avaient juré être pour une urgence. J'ai conduit jusqu'à chez mes parents après le travail, le soleil du sud rasant derrière moi, et je suis entré directement dans le salon où ils étaient assis tous les trois à rire de rien en particulier. Quand j'ai demandé à récupérer ma carte, ils ont à peine levé les yeux, mon père a agité la main et a dit « Détends-toi, Max, il reste genre 10 balles dessus de toute façon. » 10 balles, comme si me mettre à sec était une faveur occasionnelle que je leur devais, comme si la façon dont ils m'utilisaient était normale. Leur rire emplissait la pièce, aigu et familier, et quelque chose en moi s'est apaisé, pas de la colère, juste de la clarté. J'ai sorti mon portefeuille de ma poche, je l'ai ouvert et j'ai ressenti une étrange satisfaction silencieuse en fixant la vraie carte Gold toujours bien rangée à l'intérieur. Je ne leur ai rien dit, je n'en avais pas besoin, car à ce moment-là, avec leur fausse urgence exposée et leur indifférence mise à nu, je savais exactement pourquoi je m'étais préparé à ça, et je me suis finalement avoué que je ne faisais plus confiance aux personnes qu'on m'avait élevé à considérer comme incapables de me trahir. Ce moment a été la porte ouverte vers toutes les vérités qui ont suivi. Je n'ai pas perdu confiance du jour au lendemain, elle s'est érodée lentement, s'usant comme le calcaire sous le Mistral. Grandir dans notre vieille ville donnait l'impression de vivre dans une maison bâtie sur un sol mouvant, mon père revenant du service militaire, sans but et agité, sautant d'une combine pour devenir riche rapidement à une autre, et ma mère flottant entre ses émotions comme s'il s'agissait de scripts qu'elle pouvait changer dès que la responsabilité devenait trop lourde. Et puis il y avait mes frères et sœurs, Chloé et Théo, dérivant derrière moi sans direction, sachant toujours qu'il y avait quelqu'un, moi, pour rattraper ce qu'ils laissaient tomber. À l'âge de 15 ans, j'étais devenu celui qui payait l'électricité, alors que les autres gamins jouaient au foot ou traînaient après le collège, j'étais dans l'arrière-boutique d'un petit centre informatique à réparer de vieilles machines pour quelques euros de l'heure. Chaque chèque de paie allait directement dans les factures en retard, les avis d'huissier et les menaces de coupure d'eau ou d'électricité. Quand le crédit de mes parents s'est effondré et qu'ils sont devenus interdits bancaires, le mien est devenu leur bouée de sauvetage, mon nom a fini sur tous les contrats de service public et personne n'a demandé si je comprenais ce que cela signifiait. Ils m'ont juste tendu le papier,
m'ont dit de signer et ont dit des choses comme « Tu es le responsable, Max », comme si c'était un éloge au lieu d'une pression. Avec le temps, la responsabilité s'est transformée en attente, l'attente en habitude et l'habitude en obligation. Mes parents n'ont jamais dit merci, pas une seule fois, mon père insistait toujours sur le fait que mes succès venaient de la chance, ma mère prétendait que tout l'argent que je gagnais devait être partagé parce que la famille prend soin les uns des autres, mais ce qu'elle voulait dire, c'était « je prends soin d'eux ». Pendant ce temps, toute opportunité que je gagnais devenait une autre chose dont ils croyaient mériter une part. Je ne m'en rendais pas compte alors, mais ils ne me traitaient pas comme un fils, ils me traitaient comme une extension de leur survie. La première fois que cette vérité a éclaté, c'était une nuit que je n'oublierai jamais, je venais de recevoir ma première vraie paie d'un stage à Lyon et j'avais mentionné vouloir l'économiser pour une voiture d'occasion. Ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit « On ne t'a pas élevé pour que tu tournes le dos quand la famille a besoin de toi. » Ce n'était pas une supplique, c'était un ordre enveloppé de culpabilité, un rappel de mon rôle dans leur monde. Ce fut le moment où quelque chose a changé en moi, je n'ai rien dit à voix haute mais en privé j'ai commencé à me demander quel genre d'amour exigeait autant de sacrifices d'un seul côté. J'ai réalisé combien de temps j'étais resté seul sur une corde raide qu'ils avaient construite, et donc quand ils ont demandé ma carte Gold il y a quelques semaines, ce qu'ils pensaient être de la confiance n'était en réalité que moi atteignant le bout de la corde. La déception que j'ai ressentie quand les débits sont apparus n'était pas nouvelle, c'était des années d'épuisement prenant enfin tout leur sens, et c'est pourquoi quand j'ai vu leur visage alors qu'ils riaient à propos de la carte, je ne me suis pas senti choqué, j'ai senti le poids de chaque moment qui m'avait mené ici. J'ai finalement compris que ce qui s'était passé avec la carte n'était pas le début de la trahison, c'était la preuve d'une trahison qui avait eu lieu toute ma vie. 3 semaines avant le désastre des 5 000 €, mes parents m'avaient appelé tard dans la soirée, leur voix adoucie d'une manière que j'avais appris à trop bien reconnaître, ils disaient qu'ils avaient besoin d'argent pour des soins médicaux, leur ton oscillant entre l'urgence et une fragilité répétée. C'était le même son qu'ils utilisaient chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, assez doux pour désarmer, assez insistant pour piéger, et même si ma poitrine se serrait de suspicion, je ne les ai pas refusés. Au lieu de cela, j'ai remis la carte secondaire que j'avais configurée avec un solde limité, celle liée au compte l'heure, ce n'était pas un acte de générosité, c'était un test silencieux, un test dont je ne voulais pas avoir besoin mais que je ne pouvais plus éviter. En 48 heures, la vérité a commencé à se révéler transaction après transaction, un acompte pour une Tesla chez un concessionnaire de la région, une série de virements étiquetés comme paiement à un garagiste, plusieurs commandes dans des boutiques de luxe dont je ne les avais jamais entendu parler auparavant. Je regardais tout apparaître en temps réel, spectateur silencieux des choix qu'ils faisaient au moment où ils pensaient que ma garde était baissée. Une partie de moi espérait encore qu'ils ne feraient pas exactement ce qu'ils avaient fait, que peut-être j'avais tort à leur sujet, mais chaque nouveau débit ressemblait à un coup de poing confirmant tout ce que je craignais. Le week-end suivant, nous avons eu un dîner de famille chez eux, ma mère était assise en face de moi portant un nouveau bracelet, le même que j'avais vu acheter sur mon compte. Elle parlait de façon dramatique de combien les temps étaient durs dernièrement, comment la famille luttait, comment elle n'était pas sûre de combien de temps il pourrait faire face aux factures. Théo est intervenu, se vantant de lancer son garage, un rêve dont il parlait depuis des années mais pour lequel il n'avait jamais fait un pas concret. Chloé s'est penchée par-dessus la table pour me dire de suivre son nouveau TikTok en se mettant en avant comme si elle était la star de son propre show. Pendant tout ce temps, les reçus étaient dans mon téléphone, contredisant chaque mot qui sortait de leur bouche. Le vrai coup dur est venu le lendemain matin quand j'ai reçu une alerte de la banque, quelqu'un avait tenté de faire une demande de petit crédit à la consommation en utilisant mon nom, mon numéro de sécurité sociale et mes informations professionnelles. J'ai appelé la banque immédiatement et j'ai tout bloqué, et quand ils m'ont relu les détails de qui avait soumis la demande, les noms listés étaient ceux de mon père et de Théo. Entendre leur nom prononcé à voix haute par un inconnu à la banque a figé quelque chose en moi, ils ne profitaient pas juste de la carte, ils utilisaient mon identité entière comme si elle leur appartenait, et si je ne l'avais pas interceptée à temps, ma situation financière, tout ce que j'avais construit, aurait pu s'effondrer à cause d'eux. Cette nuit-là, mal à l'aise et agité, j'ai ouvert l'application de sécurité connectée aux caméras installées à l'extérieur de la maison de mes parents, je n'avais pas vérifié le flux depuis des mois mais quelque chose m'a poussé à regarder. Et ils étaient là, Théo et mon père, debout sur le porche parlant à voix basse, Théo a ri et a dit, s'il le découvre, dis juste que c'était un bug informatique, Max croit toujours tout ce qu'on lui dit. Mon père a hoché la tête comme si c'était le plan le plus raisonnable du monde. Les entendre parler de moi comme ça si nonchalamment, si assurément, a été le moment où la forme de tout a changé. Leurs actions n'étaient pas des accidents, n'étaient pas des erreurs désespérées,
n'étaient pas des malentendus, c'étaient des choix délibérés construits sur l'hypothèse que je leur pardonnerais toujours, que je paierais toujours, que je plierais toujours. Et pour la première fois, j'ai su avec une clarté totale que ce n'était pas juste de la négligence, c'était calculé. Le matin après les images de la caméra, j'ai pris la décision que j'aurais dû prendre des années plus tôt, le moment où j'ai vu la facture de 5 000 € atteindre le plafond, le masque est finalement tombé et je ne pouvais plus faire semblant. Je me suis assis à mon bureau avant le lever du soleil et j'ai commencé à disséquer chaque lien financier entre moi et ma famille. Je m'attendais à quelques fils emmêlés, ce que j'ai trouvé était une toile entière d'obligations, de signatures, de vieux accords et de responsabilités que j'avais oublié avoir endossées. J'avais sous-estimé à quel point ils s'étaient tissés dans ma vie. J'ai commencé par la partie la plus facile, les comptes. J'ai appelé la banque et clôturé la carte qu'ils utilisaient, classant chaque débit comme non autorisé, puis je suis passé service après service, électricité, gaz, eau, internet, et j'ai retiré mon nom de chaque compte que je payais silencieusement depuis que j'étais à peine adulte. Certaines compagnies étaient choquées que j'appelle, plusieurs comptes étaient à mon nom depuis si longtemps que les représentants supposaient que j'habitais là. J'ai annulé le forfait téléphonique familial que mes parents m'avaient collé après mon diplôme et chaque abonnement de streaming lié à mon nom, un par un j'ai coupé chaque ligne à laquelle ils s'abreuvaient depuis des années. Mais plus j'allais loin, plus je découvrais des choses dérangeantes. En début d'après-midi, j'ai reçu une notification par email concernant une demande de prêt en cours d'examen, encore une utilisant mon identité. L'horodatage montrait qu'elle avait été créée à peine une heure après que j'ai bloqué la tentative précédente. La banque a joint la signature numérique, ce n'était pas mon père seul cette fois, c'était lui et Théo ensemble. Il ne ralentissait pas, il passait à la vitesse supérieure, c'était comme si au moment où il réalisait que le compte mourait, il se bousculait pour siphonner tout ce qu'il pouvait encore atteindre. Puis vint le silence, un silence étrange, artificiel, étouffant. Normalement, quand quelque chose n'allait pas, quand un prélèvement était rejeté, quand une carte était refusée, quand un service était coupé, ils m'appelaient immédiatement, leur panique arrivait toujours vite et fort, mais cette fois il n'y avait pas d'appel, pas de SMS, pas d'accusation, pas même d'allusion passive-agressive, rien. L'absence de bruit semblait plus dangereuse que le bruit ne l'avait jamais été, c'était le genre de calme que les gens font quand ils planifient leur prochain coup. Tard cette nuit-là, j'ai commencé à examiner des documents plus anciens, fouillant dans des dossiers numériques que je n'avais pas touchés depuis des années. C'est là que j'ai découvert le détail qui m'a fait froid dans le dos, j'étais toujours listé comme co-emprunteur sur la maison de mes parents, un document que je me souvenais à peine avoir signé, poussé vers moi quand j'avais une vingtaine d'années avec des promesses qu'ils avaient juste besoin d'aide pour être éligibles et que je ne serais responsable de rien. S'il faisait défaut ne serait-ce qu'une fois, le fardeau juridique tomberait entièrement sur moi, et à en juger par les paiements manqués que je voyais dans les relevés, ils étaient proches de faire exactement cela. Mes mains tremblaient alors que je rédigeais la demande pour me retirer du prêt hypothécaire, j'ai envoyé la lettre, joint les documents et contacté l'organisme de crédit directement pour commencer le processus de désolidarisation. Je savais que cela déclencherait une confrontation, mais il n'y avait pas d'autre choix. Le message de ma mère est arrivé moins d'une heure plus tard, juste une phrase assez courte pour tenir dans un aperçu de notification, « Tu es en train de détruire cette famille, Max. » Pas d'explication, pas de reconnaissance, pas d'excuse pour quoi que ce soit qu'ils avaient fait, juste le blâme enveloppé dans le même ton avec lequel j'avais grandi, m'accusant des dégâts même qu'ils avaient causés. Et à ce moment-là, en lisant ces mots sur l'écran lumineux, j'ai compris exactement ce à quoi j'étais confronté, ils n'allaient pas réfléchir à ce qu'ils avaient fait ni prendre leurs responsabilités, ils allaient transformer chaque conséquence, chaque problème, chaque vérité en quelque chose qu'ils prétendraient que j'avais causé. Ce n'était pas le début du conflit, c'était le moment où je réalisais que le conflit avait toujours été là, ils ne s'attendaient simplement pas à ce que j'arrête enfin de jouer mon rôle. Quelques jours passèrent sans un seul appel, message ou protestation de ma famille, le silence était artificiel et plus il s'étirait, plus il ressemblait à une tempête se préparant derrière des portes closes. Tard un après-midi, alors que le soleil plongeait derrière les toits de Marseille, mon téléphone a sonné avec une alerte de mouvement du système de caméra de mon immeuble. Quand j'ai ouvert le flux, la vue qui m'attendait ne m'a pas surpris mais elle a serré quelque chose profondément dans ma poitrine, mon père faisait les 100 pas anxieusement sur le palier, ma mère s'essuyait les yeux de façon théâtrale, Chloé orientait son téléphone devant elle pour une vidéo et Théo se tenait raide avec son casque à la main, la mâchoire serrée. Aucun d'eux n'était là pour parler, ils étaient là pour me coincer. Mon père fut le premier à agir, il a claqué sa paume contre ma porte et a crié mon nom comme un sergent réprimandant un soldat, il s'est lancé dans un discours sur tout ce qu'il avait fait pour moi quand j'étais jeune, soulignant encore et encore que je lui devais plus que de la gratitude. Je me tenais à l'intérieur,
immobiles, enregistrant chaque seconde, je ne faisais plus confiance à leur visage, à leur voix ni à leurs intentions. Derrière lui, Chloé tenait son téléphone, diffusant en direct toute la scène pour que ses abonnés puissent être témoins de la tragédie d'un fils égoïste abandonnant sa famille. La performance était impeccable, ses reniflements chronométrés, ses angles parfaits, ses légendes sans doute déjà écrites. Puis Théo s'est approché de la porte, son ton était différent, plus tranchant, plus dur. « Si tu n'ouvres pas cette porte, a-t-il dit assez fort pour que les voisins entendent, ne nous blâme pas si on fait quelque chose d'extrême. » Il n'y avait pas d'erreur sur son intention, ce n'était pas une supplique, c'était une menace, et pour la première fois j'ai compris qu'ils étaient tout à fait disposés à passer à la violence ou à la dégradation de biens s'ils pensaient que cela me forcerait à revenir sous leur contrôle. Pendant qu'il continuait à marteler dehors, mon téléphone a vibré, c'était un message de Lucas, il m'a envoyé un lien vers le post Facebook de ma mère, un long paragraphe émotionnel sur son fils aîné abandonnant ses parents malades et laissant ses frères et sœurs en difficulté se débrouiller seuls. Elle s'était décrite comme fragile, mon père comme blessé, mes frères et sœurs comme impuissants et moi comme le méchant qui tournait le dos à son sang. Toute ma famille élargie intervenait maintenant, me traitant de sans-cœur, d'ingrat, m'accusant d'oublier d'où je venais, pas une seule personne n'a demandé ma version. De l'autre côté de ma porte, le volume a encore monté, ma mère a soudainement crié, sa voix se brisant alors qu'elle disait « On a utilisé ton numéro de sécu pour un vieux contrat et maintenant tu dois en assumer la responsabilité. » Le couloir est devenu silencieux un instant, comme si même eux réalisaient à quel point ils venaient d'en avouer trop. Ça m'a frappé de plein fouet, ils n'étaient pas seulement manipulateurs émotionnellement, ils avaient franchi la ligne de l'illégalité en traînant mon identité avec eux. Pour la première fois depuis leur arrivée, j'ai parlé, pas à travers la porte, mais à travers le petit espace près des charnières, gardant ma voix contrôlée, je ne gère rien de tout ça, ai-je dit, tout ce qui doit être réglé le sera par les voies légales. Le couloir est devenu immobile, même à travers une porte fermée je pouvais sentir leur choc se propager, ils s'attendaient à des supplications, ils s'attendaient à de la culpabilité, ils s'attendaient à ce que je plie comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, ils se sont heurtés à une limite qu'ils n'avaient jamais cru que je pourrais poser. Quand leurs pas se sont finalement éloignés, je suis resté debout derrière la porte longtemps après leur départ, sachant que quelque chose d'irréparable venait de se briser, il n'y avait pas de retour en arrière possible maintenant, et pour la première fois je ne le voulais pas. La semaine suivante s'est déroulée comme le démantèlement de la vie que je croyais comprendre, chaque matin apportait une nouvelle enveloppe, une nouvelle alerte, une nouvelle lettre d'une société que je ne reconnaissais pas, des comptes que je n'avais pas ouverts, des services auxquels je n'avais pas souscrit, des prêts liés à mon nom dans des endroits que je n'avais pas visités. C'était comme si, au moment où je m'étais éloigné, chaque secret que ma famille avait enterré commençait à refaire surface en même temps, plus je creusais, pire c'était. Le premier coup est venu d'un établissement financier, une demande de crédit rapide sous mon identité avait été signalée pour fraude possible, ils m'ont contacté parce que certains détails ne correspondaient pas, spécifiquement l'écriture et le numéro de téléphone. Alors que le conseiller lisait la demande à haute voix, j'ai senti mon pouls grimper, mon nom, mon numéro de sécu, mon employeur, mes revenus, chaque élément était exact, chaque pièce avait été prise directement chez moi, la seule chose qui ne m'appartenait pas, c'était les signatures. J'étais à un faux pas d'être tenu responsable de milliers d'euros que je n'avais pas touchés. Avant que je puisse digérer ça, Chloé a envoyé un message demandant à me voir, elle disait qu'elle se sentait coupable, qu'elle voulait s'excuser. Pendant un bref instant, je me suis demandé si peut-être elle regrettait vraiment ce qui s'était passé, mais au moment où elle s'est assise en face de moi dans un café et a commencé à bouger sur sa chaise, son expression répétée s'est fissurée. Elle a admis que mon père lui avait dit de me contacter, espérant que je m'adoucirais si ça venait d'elle. Elle est allée plus loin, révélant que mon père et Théo essayaient de trouver quelqu'un qui pourrait pirater mon compte professionnel ou obtenir un accès financier par des voies détournées. Elle l'a dit doucement en regardant vers le bas, mais ça n'a pas adouci le coup, ça a seulement confirmé que rien de ce qu'ils avaient fait n'était accidentel, c'était une stratégie. Cette nuit-là, Lucas m'a envoyé un enregistrement vocal, il m'a dit qu'il ne voulait pas s'en mêler mais qu'il ne pouvait pas se taire après avoir entendu ce qu'il avait entendu. L'enregistrement était celui de mes parents parlant à un proche, expliquant comment mes revenus appartenaient à la famille et comment je leur étais redevable parce qu'ils m'avaient élevé. Entendre leur voix résonner dans mon haut-parleur, désinvolte et pleine de droit, a brisé quelque chose en moi que j'essayais de maintenir ensemble depuis des années, ce n'était pas juste une trahison, c'était de la propriété, ils croyaient que je leur appartenais. En essayant de trouver une forme de stabilité, j'ai passé en revue mes dossiers fiscaux et découvert un autre choc, ma mère m'avait déclaré comme personne à charge sur ses impôts pour obtenir des parts fiscales supplémentaires pendant des années, même si je vivais de façon indépendante,
travaillais à temps plein et payais tout moi-même. Elle avait profité de mon existence dans mon dos longtemps après que j'ai déménagé. Puis vint la tentative finale, ce qu'ils ont dû penser être ce qui me ramènerait, ma mère a appelé, en sanglots, disant que mon père avait eu un accident et était hospitalisé, qu'ils avaient besoin de moi pour couvrir les frais d'urgence. Sa voix tremblait et il y avait quelque chose de presque impressionnant dans la façon dont elle semblait convaincante, mais quand j'ai raccroché et appelé l'hôpital directement, ils ont signalé qu'il n'y avait aucun patient à son nom admis ce jour-là. Le mensonge n'a pas fait mal parce qu'il m'a trompé, il a fait mal parce qu'il s'attendait à ce qu'il le fasse. Cette nuit-là, je me suis assis seul à mon bureau, entouré des preuves de tout ce qu'ils avaient fait, et pour la première fois j'ai accepté la vérité sans essayer de l'adoucir. Ils ne me voyaient pas comme un fils, ils me voyaient comme une ressource, une bouée de sauvetage, un moyen pour parvenir à une fin. Au moment où j'ai arrêté de donner, leur affection s'est évanouie, leur désespoir a montré les crocs et leur besoin de contrôle s'est transformé en quelque chose de dangereux. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis adossé, un calme étrange s'installant en moi, je n'avais plus peur, je n'étais pas confus, je n'étais pas en deuil, j'avais fini, et je savais que la prochaine étape ne serait pas émotionnelle, elle serait décisive, elle serait définitive. Ce serait le moment où je me choisirais moi-même plutôt que la famille qui ne m'avait jamais vraiment choisi. Une fois que j'ai rassemblé chaque document, capture d'écran, relevé et enregistrement prouvant exactement jusqu'où ma famille était allée, quelque chose en moi s'est enfin stabilisé. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas hésité, je ne me suis pas demandé si j'étais trop dur, je n'ai pas ressenti l'attraction familière de la culpabilité qui m'avait contrôlé pendant des années. J'ai tout organisé dans un seul dossier et je l'ai préparé pour mon avocat, sachant que c'était la ligne qu'aucun de nous ne pourrait jamais refranchir. Ensuite, j'ai traversé chaque recoin de ma vie numérique, coupant les dernières avenues qu'ils avaient pour m'atteindre, j'ai fermé chaque carte autorisée liée à leur nom, j'ai révoqué l'accès aux emails que je leur avais donnés autrefois parce qu'ils prétendaient que cela facilitait la logistique familiale, j'ai changé mon adresse postale auprès de chaque banque et institution, serrant chaque boulon, fermant chaque porte. Chaque abonnement, chaque prélèvement automatique, chaque facture oubliée que je couvrais a été clôturée, et à chaque clic, je me sentais reprendre quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu. Il n'a pas fallu longtemps pour que le contre-coup arrive. Mon père a appelé le premier, criant que j'avais trahi la famille, menaçant de me poursuivre pour les avoir abandonnés. Ma mère a suivi avec un message promettant qu'elle exposerait la vérité en ligne pour que tout le monde sache quel genre de fils j'étais vraiment. Théo a envoyé un enregistrement de lui jurant qu'il détruirait ma voiture si je ne rendais pas ce qui appartenait à la famille. Il n'était pas en deuil, il paniquait parce que le système qu'ils avaient construit sur mon dos venait enfin de s'effondrer. Quelques jours plus tard, Lucas m'a invité à son mariage, il m'a prévenu que ma famille serait là, mais je savais que je devais y aller, pas pour eux, pour moi, j'avais besoin de prouver que je ne fuyais plus. Quand je suis entré dans la salle, les conversations se sont tues, les têtes se sont tournées, ma famille me fixait comme si je m'étais invité dans une vie qui appartenait autrefois à nous tous mais qui n'appartenait désormais qu'à moi. Ma mère m'a barré la route avant que j'atteigne la salle de réception, elle a exigé de savoir pourquoi je ruinais la réputation de la famille, pourquoi je déchirais tout. Mon père a boité théâtralement vers nous, se tenant le côté comme si l'effort de mon existence l'avait physiquement blessé. Chloé nous encerclait avec son téléphone levé, filmant la tension comme si elle attendait le moment viral parfait. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas argumenté, j'ai simplement énoncé clairement et calmement chaque chose qu'ils avaient faite. J'ai étalé le vol d'identité, les demandes de crédit, les fausses urgences hospitalières, les déclarations fiscales frauduleuses, je leur ai montré les emails, les relevés, les enregistrements vocaux, les images de caméra. Le changement sur leur visage était presque imperceptible au début, mais ensuite c'est tombé, la réalisation qu'ils n'avaient aucune défense. La pièce autour de nous est devenue silencieuse. Lucas est intervenu, parlant alors plus fermement que je ne l'avais jamais entendu, il leur a dit comment il les avait entendus parler de moi, comment ils s'étaient vantés de m'utiliser, comment ils avaient prévu de l'entraîner dans leur combine. Sa voix portait à travers la salle de mariage et les gens à proximité se sont arrêtés pour écouter, ma famille n'était pas juste coincée, elle était exposée. Je n'ai pas attendu leurs excuses ou leurs tentatives de déformer le récit, je n'ai pas attendu plus de larmes ou d'accusations, je les ai simplement regardés et j'ai dit, à partir de maintenant, tout ce qui arrive dans vos vies n'est plus ma responsabilité. Je suis parti avant que quiconque ne puisse parler. Derrière moi, j'ai senti leur choc durcir en peur, peur de perdre le contrôle, peur de perdre leur bouclier, peur de faire enfin face aux conséquences sans moi debout entre eux et la réalité. Quand je suis sorti dans l'air frais de la nuit, un poids que je portais depuis l'enfance s'est enfin relâché,
je l'ai senti physiquement comme si chaque chaîne invisible que j'avais portée était tombée au sol derrière moi, et je savais avec une certitude absolue que rien ne serait jamais plus pareil, pas pour eux et certainement pas pour moi. Le matin après le mariage, mon téléphone a vibré sans arrêt avec des messages de proches qui avaient été témoins ou entendu parler de la confrontation, certains étaient choqués, certains étaient maladroitement sympathiques, la plupart étaient silencieux. Mais ma famille immédiate n'a pas du tout pris contact, leur silence n'était pas paisible, il était craintif, ils comprenaient enfin que le levier, l'accès, le contrôle sur lesquels ils s'étaient reposés s'était évaporé en une nuit. J'ai tout transféré à mon avocat immédiatement, je voulais une protection juridique totale, pas seulement pour le passé mais pour tout ce qu'il pourrait tenter à l'avenir. Mon avocat m'a conseillé de déposer des notifications formelles auprès des banques et de la Banque de France, coupant chaque lien financier, et il m'a aidé à rédiger un document juridique mettant fin à toute responsabilité partagée avec mes parents. En quelques jours, chaque signature qui m'avait lié à eux a été annulée, coupée net. Juste quand je pensais avoir tout découvert, un autre débit a fait surface, une vieille ligne de crédit oubliée que ma mère avait ouverte en utilisant mes informations des années plus tôt, j'ai demandé la fermeture immédiate et fait étiqueter le compte comme frauduleux pour empêcher qu'il ne refasse surface un jour. Chaque découverte rendait l'image plus claire, il n'avait jamais vu de limite, seulement des opportunités. Puis vint le dernier test, ma mère m'a envoyé un message disant que mon père était à l'hôpital, que cette fois ce n'était pas un mensonge et qu'ils avaient besoin d'aide pour la facture d'urgence. Le message était plus court, plus calme que d'habitude, mais le ton était une désespérance familière enveloppée d'attente. J'ai appelé l'hôpital moi-même, cette fois ils ont confirmé, il était vraiment là. Un instant, je suis resté avec cette information, laissant son poids s'installer, mais quelque chose avait changé en moi. Qu'ils soient blessés ou non n'effaçait pas ce qu'ils avaient fait, cela n'effaçait pas les années où ils m'avaient saigné à blanc, la façon dont ils avaient utilisé ma vie comme une ressource, la façon dont ils avaient compté sur ma culpabilité pour les sauver à chaque fois. L'aider maintenant ne serait pas de la compassion, ce serait une reddition. J'ai envoyé un SMS à Lucas à la place, s'ils ont besoin d'une couverture d'urgence, dit à l'hôpital de facturer leur mutuelle et la sécu. C'était la limite la plus claire que j'ai jamais posée, et ça ne venait pas de la colère, ça venait de la reconnaissance que je n'étais plus leur filet de sécurité et que je n'allais pas reprendre le rôle qu'ils m'avaient forcé à jouer toute ma vie. Une année s'est écoulée tranquillement après ça, pas de menaces, pas de culpabilisation, pas de demande d'argent, ma vie s'est épanouie en l'absence de leurs exigences. Pour mon anniversaire, Lucas est passé avec un petit gâteau, me le tendant avec un sourire, il a dit, « Tu ne les as pas abandonnés, tu as juste été le premier assez fort pour partir. » Ces mots se sont installés quelque part au fond de moi, dans un endroit qui avait longtemps été meurtri mais qui guérissait enfin. Maintenant, quand je sors sur le balcon de mon nouvel appartement à Aix-en-Provence, café à la main, le soleil frappant les bâtiments autour de moi, je ressens quelque chose que je ne pensais jamais avoir, la paix. Pas de téléphone vibrant me ramenant dans le chaos, pas d'accusation, pas d'urgence tardive, pas de poids qui n'est pas le mien à porter. La liberté n'est pas venue de l'espoir qu'il changerait, elle est venue du fait de réaliser enfin que je le pouvais, et avec cette réalisation, l'histoire de mon ancienne vie s'est terminée doucement, fermement et complètement alors qu'une nouvelle commençait, n'appartenant qu'à moi. Quand je repense à tout ce que je viens de vous dire, ce qui me frappe le plus fort n'est pas l'argent, ce ne sont pas les 5000 € sur une carte qui n'étaient même pas réels, ou les prêts qu'ils ont essayé de prendre en mon nom, ou les factures que j'ai payées qui n'ont jamais porté mon nom. Ce qui pique le plus, c'est combien de temps j'ai cru que j'étais censé tolérer ça parce que c'était emballé dans le mot famille. J'ai grandi en pensant que l'amour signifiait le sacrifice, qu'être un bon fils signifiait saigner en silence et sourire à travers tout ça. Je pensais que si je travaillais juste plus dur, donnais plus, pardonnais plus vite, un jour il me verrait comme une personne et non comme une solution. Ce jour n'est jamais venu. La seule chose qui a finalement changé, c'est moi. Partir n'était pas un moment de rage, ce n'était pas une explosion impulsive, c'était une longue et lente rupture qui s'est finalement transformée en décision. Je n'ai pas claqué la porte en célébrant, je l'ai fermée doucement, sachant exactement ce que je perdais et le choisissant quand même. J'ai choisi la paix plutôt que la performance, j'ai choisi la vérité plutôt que l'apparence d'une famille parfaite, et je me suis choisi moi-même plutôt qu'une version de l'amour qui ne fonctionnait que si je disparaissais à l'intérieur. Si vous regardez encore, peut-être que vous voyez des morceaux de vous-même là-dedans, peut-être que votre histoire ne ressemble pas exactement à la mienne, mais vous savez ce que c'est d'être le responsable, le fort, celui qu'on traite d'égoïste à la seconde où vous dites non. Peut-être que des gens vous ont dit que vous leur deviez tout parce qu'ils vous ont élevé, même s'ils continuent de vous prendre des choses d'une manière qui vous laisse vide.
Peut-être qu'on vous a fait sentir que poser des limites est de la cruauté, que protéger votre propre vie est une trahison. Si c'est vous, je veux que vous entendiez ceci clairement, vous n'êtes pas un méchant pour vouloir arrêter l'hémorragie, vous n'êtes pas ingrat pour vouloir une vie qui vous appartient. Je ne prétendrai pas que c'est facile, il y a encore des jours où la culpabilité s'infiltre, où j'entends les échos des choses qu'il disait sur moi, où je me demande si j'aurais pu faire quelque chose de différent. Mais ensuite je me souviens des appels enregistrés, des signatures falsifiées, des urgences inventées, du sentiment de droit dans leur voix quand ils parlaient de mes revenus comme s'ils étaient déjà les leurs. Je me souviens de combien je me sentais petit quand j'étais occupé à sauver tout le monde sauf moi-même, et je me souviens du premier matin calme chez moi quand personne n'avait besoin de rien, personne n'exigeait que j'éteigne l'incendie qu'ils avaient allumé, et pour la première fois de ma vie, le silence ressemblait à la liberté au lieu du danger. Si vous êtes dans cet espace où vous commencez à voir le schéma, où les blagues sur le fait que vous êtes la banque ou le responsable ne semblent plus si drôles, j'espère que mon histoire vous donne la permission de remettre ça en question. Vous avez le droit de vous demander et moi, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de prendre du recul, vous avez le droit de protéger votre crédit, votre nom, votre argent, votre santé mentale, votre avenir. Vous avez le droit d'arrêter de jouer un rôle qui vous tue à petit feu, même si les gens qui en bénéficient vous traitent d'égoïste quand vous essayez de partir. Et si vous n'êtes pas encore prêt, c'est d'accord aussi, parfois la partie la plus difficile est simplement d'admettre à soi-même que quelque chose ne va pas, juste reconnaître que la façon dont on vous traite n'est pas normale, que ce n'est pas de l'amour, est déjà un pas en avant. Vous n'êtes pas obligé de couper les ponts avec tout le monde demain pour être courageux, parfois le courage ressemble à l'ouverture d'un nouveau compte à votre nom seul, parfois c'est dire non à une petite faveur que vous auriez automatiquement acceptée avant, parfois c'est juste entendre quelqu'un d'autre dire « ça m'est arrivé aussi » et laisser ça s'imprégner. Si mon histoire vous a parlé, j'aimerais vous demander quelque chose de simple, faites-moi savoir que vous êtes là, laissez un commentaire qui dit « je t'écoute » ou dites-moi d'où vous regardez. Je ne partage pas ça pour obtenir de la sympathie, je le partage parce que pendant longtemps j'ai cru que j'étais seul et je ne veux voir personne d'autre piégé dans ce genre d'isolement. Quand vous laissez un mot, une ville ou un pays dans les commentaires, vous ne parlez pas seulement à moi, vous signalez à tous les autres qui se sentent utilisés et inaudibles qu'ils ne sont pas seuls non plus. Et si vous avez déjà été celui qui tenait tout ensemble alors qu'on avait l'impression que personne ne vous tenait, je vous demande d'envisager de vous abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste à propos de mon histoire, c'est à propos des gens comme nous, ceux à qui on a dit d'être forts jusqu'à ce que ça nous brise, ceux qui essaient de se reconstruire de l'intérieur. Chaque fois que je partage une histoire ici, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, c'est pour les gens qui sont au bord du gouffre, se demandant s'ils ont le droit de se choisir eux-mêmes. Je veux que ce soit un endroit où ces choix sont vus et respectés, pas jugés. Vous n'avez pas à partager de détails si vous n'êtes pas prêt, mais si vous vous sentez assez en sécurité, vous pouvez raconter un bout de votre histoire dans les commentaires, peut-être que c'est une phrase, peut-être que c'est juste ça m'a touché, peut-être que c'est je n'en suis pas là, mais je veux l'être. Quoi que ce soit, ça compte, parce que ce qui m'a fait traverser les pires parties de tout ça n'était pas un grand moment de courage, c'était de réaliser pièce par pièce que je n'étais pas le seul qui avait grandi en entendant que l'amour signifiait l'autodestruction. Alors, si vous vous êtes déjà senti comme un filet de sécurité ambulant, comme une ligne de crédit humaine, comme la colle qui maintient tout le monde ensemble pendant que vous vous effondrez silencieusement, j'espère que vous resterez. Regardez la prochaine histoire, partagez la vôtre quand vous serez prêt, cliquez sur s'abonner, pas juste pour l'algorithme, mais comme une petite promesse à vous-même que vous allez continuer à chercher mieux, de meilleures limites, de meilleures histoires, de meilleures versions de l'amour. Merci d'avoir écouté la mienne.